Pour moi, c'était important d'enlever l'idée de territoire. Et en même temps, de l'incarner aussi énormément. En fait, j'ai essayé de brouiller les cartes et sur le lieu et sur le temps. C'est-à-dire qu'on a aussi des vieux téléphones en bakélite. Enfin bref, on sait pas trop où on est. Et je pense que c'était aussi un vrai besoin de rendre cette histoire un peu universelle. Et aussi de perdre, parce que finalement, c'est des gens qui se perdent. C'est des gens qui perdent leurs repères. On sait pas où on est. J'avais envie aussi de perdre un peu le spectateur, d'une certaine manière. C'est un flic mystérieux. Je sais pas, oui, on voit bien que c'est un flic qui a un passé, qui a une obsession, il y a une douleur, quelque chose de peut-être cassé à l'intérieur, qui fait mal peut-être. On a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé 2 disparitions inquiétantes. Des pêcheurs. Ils ont trouvé une femme à bord. C'est un homme qu'on ne sait pas d'où il vient, on a l'impression qu'il va faire du mal, qu'il se fait du mal, qu'il y a quelque chose de très douloureux comme ça, et qu'en fait, il va oser aimer la femme qu'il a toujours traquée. Il vient chasser cette femme, et donc il y a une chasse qui est en place. Et la belle et la bête, et tu n'es pas la bête, tu es plutôt la belle dans l'histoire. Et ça s'inverse. C'était les Grecs qui disaient qu'avec les étrangers, il fallait faire attention parce que il fallait les respecter toujours parce que c'était peut-être un dieu déguisé. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout un dieu. Justement, je trouve qu'il apporte ce côté purement humain. Il n'est pas du tout dans les mystères, il n'est pas du tout dans les fantastiques. C'est vraiment l'élément perturbateur, c'est-à-dire qu'à travers ça, il va venir révéler tous les secrets ensevelis, tout ce qui est là, tapis dans l'ombre. Tout ce que les autres n'osent pas se dire, ou que tout le monde sait, mais on ne sait pas, des vérités cachées. Il y a beaucoup de références à des codes, c'est-à-dire que c'est vraiment le personnage du western, c'est-à-dire qu'on arrive, on est là, moi je l'ai embrassé le truc, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'étais le seul à le voir, j'étais là mais... Pour moi, c'était très important de casser les codes de la sirène et d'oublier la fameuse queue de sirène parce que c'est très désuet et de très mauvais goût. Et on est sur autre chose, on est sur un autre cinéma, sur un autre récit, sur quelque chose de plus sulfureux, de plus mystérieux, de plus ambigu. Je me suis beaucoup imprégné d'un vieux film qui s'appelle La Féline, pas l'original, mais celui des années 80. Ce mélange, étrangeté, sensualité. Bizarrement, quand moi j'ai dû m'approprier le mythe de la sirène, j'ai plus lorgné du côté des félins pour trouver toute cette animalité, ce langage corporel, cette manière de bouger. Sirène, je m'en méfiais un petit peu. J'avais peur que ce soit un peu caricatural. Et en fait, le scénario que j'ai pu avoir entre les mains et le discours était très intéressant. Ce personnage un peu particulier comme ça, un peu à vif, animal, c'est une chose que j'avais pas vraiment fait jusque-là. Et voilà. Théa. Je m'appelle Théa. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir, qu'il n'y ait pas du tout de texte. D'être totalement dans le ressenti, dans un rôle physique, hein, on peut dire ça comme ça, et c'est basé aussi beaucoup sur le regard, mais ça demande d'aller chercher des choses intérieures assez fortes. Je ne veux pas dire qu'on est dans le film muet, mais on n'est pas loin d'un personnage comme ça, assez
abstrait. Donc c'était une autre manière de travailler que j'ai trouvée très intéressante. En amont du tournage, moi j'ai dû passer mon niveau 1 de plongée pour vraiment me familiariser avec la mer, toutes les scènes qui allaient se passer sous l'eau, l'idée d'apprendre à respirer sous l'eau. Il y a vraiment une évolution du personnage. D'abord, il y a quelque chose où elle est très en retenue d'elle-même. Donc par exemple, elle est hyper asthmatique, c'est vrai qu'on a joué aussi sur les yeux très écarquillés, la bouche souvent ouverte, vraiment comme les poissons, mais souvent en manque d'air. Donc oui, il y a quand même une approche aussi corporelle du personnage. C'est l'histoire d'un éveil, d'une chrysalide, et la découverte de son pouvoir, de son animalité, de sa bestialité. En fait, au début, c'est un espèce d'adolescent mal dégrossi, il n'a pas de sexualité, elle est encore vierge, elle va découvrir qui elle est, d'où elle vient. Et il y a ce mentor qui arrive, incarné par Laetitia, et qui va vraiment la révéler. Bon, elle va être face à un choix de femme. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je bascule dans la vengeance, dans la bestialité, dans l'animalité, ou est-ce que je garde cette part d'humanité parce que c'est l'histoire d'un louveteau qui a été élevé parmi les hommes. Au début, lorsque j'ai lu le scénario, c'est ce qui m'a intéressé le plus, en fait, c'est d'aller chercher derrière toute cette histoire un message assez fort et assez actuel. Et aussi, à la fois écologique et à la fois, je trouve, au niveau de l'énergie féminine, assez puissant. C'était vraiment le personnage. C'est-à-dire qu'il y a un côté animal et sauvage chez Laetitia, outre sa beauté, qui est là, qui rentre dans le cadre tout à fait du mythe de la sirène. Mais c'est pas de ça vraiment dont on parle. Finalement, elle est vraiment, elle est dangereuse, quoi. Dangereusement belle, dangereusement intelligente, dangereusement féline. Et là, tout d'un coup, ça s'est imposé.